Il est 22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres de ce dimanche 28 juillet 2024. La présidente du comité et membre du CIO, Mme Aïcha Garad, a visité aujourd'hui les athlètes djiboutiens au village olympique Saint-Denis. Également dans l'actualité de ce 22 heures au Gaza, au moins 9 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés lors d'un raid mené par l'armée israélienne. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, M. Soubane Saïd Ismail, accompagné d'une délégation japonaise conduite par le représentant de la JICA, Araki Yasumuchi, directeur général adjoint de la coopération financière, s'est rendu sur le site du futur pont de la Palmeraie. Les travaux de préparation des sites d'installation du chantier et la réalisation de la déviation avancent donc à grands pas. Ce projet d'envergure nationale revêt un aspect social et économique et s'inscrit dans les priorités du gouvernement. À terme, cette infrastructure permettra d'absorber un volume important des véhicules tout en renforçant la sécurité des biens et des personnes. Lors de cette visite étaient également présents de nombreux responsables de la JICA. Le directeur général, M. Soubane Saïd Ismail, s'est exprimé en ces termes. Nous avons reçu ce matin une forte délégation de la JICA conduite par leur directeur général adjoint à la coopération financière. La délégation a voulu visiter le site de préparation du futur chantier de construction du pont de la Palmeraie. Je tenais tout d'abord à remercier la JICA pour son implication et le gouvernement du Japon qui a voulu soutenir ce projet d'importance capitale pour la mobilité urbaine de Djibouti. Cet axe est emprunté par plus de 37 000 véhicules par jour. Et comme vous pouvez le constater, l'ADR est mobilisé pour préparer les sites d'installation de chantier et surtout pour préparer la déviation qui permettra aux usagers de pouvoir circuler en toute sécurité durant les travaux. Ce qui est important de savoir, c'est que la préparation et la conception des infrastructures routières nécessitent du temps et surtout des ressources importantes. Et le gouvernement convaincu du nexus de développement économique et infrastructures routières a mobilisé les ressources nécessaires pour concrétiser ce projet. Il est aussi important de savoir qu'en mois d'août sera lancé au Japon l'appel d'offres qui permettra de sélectionner l'entreprise et il est aussi prévu au mois de novembre de démarrer cette. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de Aïcha Garad Ali, membre du comité olympique international, qui a fait son entrée au village olympique de Saint-Denis, accompagnée de l'équipe et d'un enthousiasme palpable. Madame Garad a parcouru les allées bordées du drapeau multicolore où résonnaient les langues et les rires des athlètes venus du monde entier. Les 7 athlètes djiboutiens qui participent aux JO de 2024 à Paris était également présent aux côtés de Mme Aïcha Garad qui s'est arrêtée devant chaque pavillon et échangeant des poignées de mains chaleureuses avec les sportifs et les membres des délégations. Elle a pris le temps d'écouter leur histoire, leurs rêves et leurs préparatifs pour ces compétitions à venir. Au détour d'une conversation, Mme Aïcha Garad a partagé quelques mots d'encouragement et de sagesse. Elle a rappelé l'importance de l'esprit olympique, de la camaraderie entre les nations. Eh bien, effectivement, Adan Hussein Alexandre, judoka d'exception qui a remporté de nombreuses médailles prestigieuses, dont 2 médailles d'argent aux championnats d'Afrique et 2 médailles de bronze aux Jeux africains. Le succès de ce jeune homme s'étend également sur la scène continentale avec 7 médailles à l'Open continental, dont 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent aux championnats arabes. La participation à ces Jeux olympiques de Tokyo témoigne également de son engagement envers son sport et de sa détermination à rivaliser avec les meilleurs judokas. Outre les exploits sportifs d'Adan Hussein Alexandre,
qui consacre une partie de ses vacances à donner des cours aux jeunes talents émergents du pays, contribuant ainsi à la formation de la nouvelle élite sportive. Cette louable initiative s'inscrit également dans la politique éclairée du chef de l'État qui accorde une subvention à ces sportifs du haut niveau. L'approche soutien et encouragement et le développement du sport permet à ces jeunes comme Adan Hussein de s'épanouir et de briller sur la scène internationale. Le jeune Hussein Adan Alexandre n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Ismaël Marguerite, le secrétariat d'État des sports, M. Hassan Kamil, pour le soutien constant, ainsi que le CAC Bank, sponsor officiel. La dernière marche qui le sépare de cette médaille olympique. Donc merci au peuple djiboutien, on espère que vous serez là et on sait que vous serez là. Donc force à Djibouti, force à Alexandre Hussein. Une interview de M. Adan. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans au Judo Club Noyon. Donc c'est une petite ville en France. J'ai commencé le judo parce que j'avais beaucoup d'énergie à l'époque, j'étais un peu hyperactif. Du coup on m'a inscrit au judo pour canaliser mon énergie. Ensuite j'ai beaucoup aimé ce sport parce que c'est un sport qui a des valeurs, des belles valeurs sportives comme le courage, l'amitié et le respect. Et ensuite j'ai continué jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai fait du judo plus à haut niveau. Je suis parti en sport-études. Donc ça veut dire que je suis parti dans un endroit où je m'entraîne le matin et le soir et en même temps je fais mes études la journée. Donc ça m'a permis de passer à un niveau plus professionnel. Ensuite, à l'âge de 19 ans, j'ai changé pour la République de Djibouti. Donc j'ai fait ma première compétition à Cape Town en 2019. J'ai remporté la première médaille au championnat d'Afrique pour Djibouti, une médaille de bronze au championnat d'Afrique de judo. Ensuite, j'ai pu me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. En tout, j'ai ramené 2 médailles au championnat d'Afrique, 2 médailles aux Jeux africains, 7 médailles en Open continental. Et c'est grâce à toutes ces compétitions qu'aujourd'hui, j'ai pu me qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. JO de Paris 2024 avec cette zone de fans d'Afrique à quelques pas du Stade de France à Paris. Une fan zone dédiée à l'Afrique a été installée en marge des Jeux Olympiques 2024. Baptisé Africa Station, ce projet a été initié par la ville de Saint-Denis et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique Lac-Noir en partenariat avec la Maison de l'Afrique. Des épreuves sportives olympiques qui seront retransmises et des animations culturelles africaines aux couleurs des pays du continent. Ils seront présentés pour divertir les visiteurs et les habitants. Les athlètes africains sacrés viendront à la station Africa pour présenter leurs médailles et rencontrer leurs fans. L'entrée pour le site sera gratuite sauf en cas de concert.
Et nos grands formats de ce soir parlent de l'histoire d'indépendance nationale et intimement liés aux hommes et aux femmes qui ont combattu pour arracher au prix fort. Qui sont-ils? Quelles ont été leurs actions? Qu'ont-ils subi pour avoir défendu leur cause? Éléments de réponse dans ce reportage. Pour la libération de la République de Djibouti. Djibouti est le résultat d'un condensé de luttes multiformes à fouiller dans la mémoire collective et dans les méandres des archives enfouies, ça et là. Nous allons donc tenter d'énumérer au cours des différentes périodes de l'histoire nationale les martyrs qui ont sacrifié leur vie depuis le premier pas posé par les colons à Obok jusqu'à l'année charnière de 1916. De l'arrivée des colons à Obok, à partir de l'année 1862, les relations sont tendues entre autochtones et colons. Des événements sont des curseurs témoignant de la relation délétère entre colons et habitants d'Obokville. Ali Hamed est un jeune Obokois, le premier martyr de l'histoire coloniale, assassiné et tué froidement pour sa liberté des mouvements dans une zone que les Français considéraient d'ores et déjà comme leur territoire foncier acquis au prix d'un traité de spoliation. C'est la première crise politique qui interpelle l'intervention des autorités traditionnelles pour régler ce contentieux. Cette médiation n'empêchera guère le père du martyr et ses proches de se faire justice. Pierre Arnoux, explorateur français qui avait fondé le comptoir commercial à Obok en 1881, est assassiné le 3 mars 1882 par 3 autochtones. Un peu plus tard, un autre autochtone est assassiné sous un autre prétexte. Là aussi, une vendetta répare le sang versé. Que ce soit au nord ou au sud, les chefferies traditionnelles connaissent des situations périlleuses entre 1928 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le début des années 30 rime avec l'incursion et l'intrusion de l'ordre colonial dans l'arrière-pays. Cette incursion ne se passera guère dans les calmes. Les résistances vont être multiformes. Le pouvoir colonial perturbe l'ordre traditionnel et les structures sociales pluricentenaires. Il organise des déportations du sultan de Gobaad, le Uta Ahmed, à Madagascar. Ces derniers décédera en déportation. D'autres chefs traditionnels qui oseront contester l'administration coloniale, à l'instar du chef de Kaboba au nord, seront aussi déportés. La première exploration du pays par les Français est la sécurisation de la voie du chemin de fer qui met à mal les populations implantées dans cette région, dont beaucoup se sacrifieront pour défendre leurs maigres ressources et leurs terrains de transhumance et de nomadisme. Lugas adresse un courrier officiel en 1918 à l'endroit de l'administration coloniale qui fait perdurer la marginalisation et les persécutions des autochtones exclus de la vie politique et économique. La puissance coloniale oppose les communautés entre elles et applique les politiques de diviser pour mieux régner. Ceci va malheureusement conduire à des situations dramatiques comme en 1949. Toujours en 1949, une émeute éclata pour libérer Hassan Hanfari, alors comptable de la société industrielle de Djibouti des Sauniers. Enfermé dans la sinistre prison civile appelée tout récemment le Centre de prévention Younous Toussaint, il fut libéré par un mouvement insurrectionnel qui fut démort du côté des émeutiers. Ils sont nombreux à avoir animé la vie syndicale qui est un préalable au lancement de la vie sociale, culturelle et politique. À commencer par Mahmoud Harbi, le premier vice-président du conseil de gouvernement qui a failli faire entrer les territoires au même titre que la Guinée-Conakry d'Ahmed Sékou Touré dans les camps au non à l'Union française lorsque le nouveau gouvernement de De Gaulle proposa de choisir entre continuité et autodétermination. Syndicaliste de la lutte ouvrière en côte française des Somalie qui, de 1950 à 1957, participa à tous les mouvements sociaux. Député du territoire puis vice-président du conseil des gouvernements, indépendantiste de première heure, il est l'homme du non à la communauté française lors du référendum de 1958. Après la victoire du oui, Mahmoud Harbi quitte alors la colonie et part en Somalie, puis en Égypte. Il meurt dans un accident d'avion. Accident ou meurtre, on ne le saura jamais peut-être. Les premiers mouvements qui naissent au début des années 60 sont persécutés, bâillonnés et assassinés. Cette seconde génération de politiciens djiboutiens relève encore une fois la tête afin de libérer la CFS de la tutelle coloniale. Ces mouvements indépendantistes vont manifester d'abord en août 1966 contre l'arrivée de De Gaulle en CFS. Chaque génération ayant poussé les processus irréversibles pour l'acquisition à la marche forcée de l'indépendance, la mémoire collective retiendra également celle qui aura payé le plus de sacrifices, celle de la fin des années 60, qui aura défié le général de Gaulle au sommet de son prestige. Ces manifestations réprimées par les forces de l'ordre colonial vont provoquer la mort d'une dizaine de manifestants et une centaine de blessés à la place Lagarde. En mars 1967, suite au référendum truqué, des manifestations spontanées apparaissent à Djibouti-Ville, exigeant l'indépendance immédiate. Là encore, l'administration coloniale va accentuer sa répression, et notamment chez les leaders politiques. Il s'agit des leaders organisés au sein des partis politiques.
le PMP, l'UDA et le FLCS, dont les actions sont décisives pour accélérer les processus souverainistes. L'assassinat tragique du syndicaliste Abdurrahman Andoulé marque la fin répressive du régime en place dont la dérive autoritaire fige les positions. Les exemples ne manquent pas, comme à Poudrière. L'on embarquait tout le monde, hommes, femmes et enfants, par dizaines de milliers dans la poudrière, battus, comptés, triés, manipulés comme des bêtes. Sans litière et sans toit, par 40 degrés à l'ombre, la faim et la soif. La tête fondue dans les soleils, les pieds cuisants dans les sables brûlants, mépris et cruauté. Un groupe de jeunes avait tenté de s'échapper, leur corps criblés, pantelants et saignants, exposés au séchoir barbelé, comme l'a écrit Omar Ousmane Rabi. Si l'on met de côté les vivants, essayons d'évoquer les martyrs de la dernière décennie, décisive avant l'obtention de l'indépendance. Ceux-là même qui ont donné un coup d'accélérateur à l'élan indépendantiste. Les émeutes de Tadjoura en 1916 donnèrent lieu aux martyrs de Mohamed Ahmed, alias Doudou, ayant reçu une balle dans la tête. Un sort identique sera réservé aux preneurs d'otages de l'EUADA dans la même année. Plusieurs martyrs assassinés froidement par les GIGN à la frontière. Leurs noms sont Hassan, plus connu sous le nom des Golis, Salah Jama Awali, Hussein Abdillahi Abdurrahman, Hassan Roble, dit Doubé. Un survivant de cet événement dramatique libéré plus tard tombera dans la dépression et décédera quelques années plus tard. Il nous sera difficile d'énumérer tous les martyrs djiboutiens qui ont permis à notre pays d'accéder finalement à l'indépendance le 27 juin 1977. Et ceux aussi qui ont suivi humiliation, arrestation, licenciement, séquestration, interrogatoire et torture. Un travail de mémoire doit être fait pour faire l'inventaire de tous ces héros et martyrs dont la liste est loin d'être exhaustive. Eh bien, l'arrivée des Français sur notre territoire en 1860 avait également pour objectif l'évangélisation de la population autochtone. Les détails dans ce reportage. En 1882, à Obok notamment, la puissance coloniale s'est assignée pour objectif d'évangéliser les autochtones. Une volonté d'acculturation est menée parallèlement avec la colonisation du territoire. Ainsi, dans la foulée, la première mission catholique ouvre à Obok en 1885. Il s'agit des frères capucins et franciscains. Une mission est ouverte à Tadjoura et une autre à Ali Sabié. La puissance coloniale va multiplier les foyers sociaux et les écoles religieuses, aussi bien dans les régions que dans la capitale. Comme par exemple l'école de la Nativité, créée en 1933 pour les filles, ou encore l'édification de l'église protestante en 1964. Toutes ces missions de différentes congrégations servaient d'abord le dessein colonial. Leur prosélytisme était d'ailleurs soutenu et encouragé par les autorités coloniales qui les considéraient comme un excellent outil de propagande en appui de leurs efforts d'expansion territoriale. Beaucoup de missionnaires cherchaient ainsi à apprendre les langues locales dans le but de convaincre les autochtones et de les convertir. Hormis le fait de donner aux élèves des noms catholiques. La greffe ne prendra pas. Les populations locales très attachées à leur culture et à leur culte rejettent en masse l'enseignement catholique qui sera remplacé bien plus tard par l'école de la République. Mais la résistance culturelle face à l'occupation coloniale est également à mettre au crédit des leaders religieux et des hommes de foi qui ont jeté tous leurs biens dans la bataille contre l'évangélisation. C'est le cas par exemple de Hadji Didé, qui est originaire de Zeila, qui s'installe à Djibouti et construit la première mosquée de la ville de Djibouti à Quartier 2 en 1891. Hadji Didé, commerçant, consacre durant sa vie une grande partie de sa fortune à l'édification des madrasas et à la charité envers les populations les plus pauvres. Quant à Hadji Hamoudi, dont la mosquée centrale porte son nom, construite en 1897, il s'investira aussi dans cette résistance culturelle, notamment en achetant un grand terrain sur ses fonds propres pour y enterrer la population locale selon les rites musulmans. Ceci alors que l'administration coloniale interdisait l'enterrement dans cette plaine sous prétexte qu'elle était inondable. À côté de ces philanthropes, la résistance culturelle à l'occupation a été orchestrée également par des confréries religieuses, les Shafi'i et les Al-Qadriya. Ces confréries, regroupées autour des mausolées, sont devenues des foyers de résistance à la colonisation. Elles renforcent la foi et éduquent les croyants à s'opposer à la colonisation. Beaucoup de maqams, comme celui de Cheikh Gabod, à l'extrémité de Boulaos, le maqam Siraji, au port de Djibouti ou encore Cheikh Roufaï ont galvanisé la résistance. Il y a également Cheikh Ousmane Waïs dont le mausolée se trouve à l'intérieur du camp Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane Waïs Ismail est né en 1919 à Holhol. Il a fait ses premières études à l'école islamique Al-Najahiyya située au Quartier 1. Très jeune, Cheikh Ousmane Waïs donne des instructions religieuses à la mosquée Hamoudi.
À 20 ans, après une formation en sciences de la religion en Égypte, il devient qadi et imam. Il est militant indépendantiste. Il est le chef spirituel des PMP et des FLCS. Il est assassiné le 21 avril 1966 à Djibouti. Cheikh Ahmed est né à Maghédo, non loin du village d'Assaguela. C'est un mystique et un saint dont les invocations et les prières ont été très fructueuses aux politiciens et aux commerçants. En 1977, les indépendantistes rebaptisent l'avenue 13 qui devient l'avenue Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed aurait vécu dans une avenue où tous les mouvements culturels et politiques sont nés. Il côtoie Mahmoud Harbi, Ali Aref et leurs contemporains. Que cela soit par leur prêche ou par l'enseignement de la religion, ces cheikhs et ces leaders ont servi de digue contre les tentatives coloniales d'évangélisation. Tous ces leaders religieux appartiennent pour toujours à la mémoire collective nationale. Et en ultime étape de sa tournée régionale, le président de la Fédération de natation et ses proches collaborateurs ont eu ce week-end une réunion d'information et de consultation avec les différentes autorités d'Obroc. Le préfet adjoint Mohamed Aouad a reçu cette délégation dans son bureau en présence des représentants de la Ligue régionale. Plusieurs questions ont été abordées, notamment les différents projets de développement en perspective que la Fédération ambitionne de réaliser au cours du nouveau mandat à Obok, informer puis sensibiliser autour de l'élargissement du nombre des clubs en allant au-devant des différentes entités civiles et militaires. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au moins 9 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés ce samedi dans les attaques israéliennes contre le sud de la bande de Gaza. Des sources médicales de l'hôpital Nasser al-Khan Younes ont déclaré que l'armée israélienne avait bombardé 2 maisons, l'une dans la région de Moussabah au nord de Rafah et l'autre à Khan Younes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.